Marcus, par rapport à ce qu'on vient de dire, perspective d'inflation ou de désinflation, comme semblent le croire certains boursiers, et comment doivent réagir la Banque centrale, enfin les banques centrales, mais la BCE bien sûr. Mais écoutez, vous adressez cette question à un universitaire, un petit universitaire, mais bien que petit, un universitaire est toujours un collaborateur de la vérité. Et un universitaire est un collaborateur de la vérité. Doit prendre note des faits. Eh ben, l'inflation est là, sa dynamique est loin d'être brisée. Et elle est là partout dans la zone euro, à un degré très très différent. La dynamique en Allemagne n'a pas du tout été brisée. L'inflation d'ailleurs ne s'explique pas du tout par la guerre en Ukraine, ou très partiellement par la guerre en Ukraine, qui a éclaté le 24 février 2022. Cette inflation en plus est répartie d'une façon tout à fait différente. Dans les pays baltes, vous avez un taux d'inflation de 20%. Donc je me demande comment les Baltes supportent cela. Ils ont supporté déjà l'occupation russe, donc ils ont supporté également cette inflation. Ce taux différentiel d'inflation montre qu'on ne peut pas avoir une politique monétaire unique. Mais pourtant c'est le cas. Pourtant c'est le cas. C'est-à-dire, il n'y a pas 25 000 taux de dépôt et taux de refus. Il y a une asymétrie totale parce que un taux unique ou les trois taux d'intérêt décisifs pour une banque centrale ne sont forcément pas adaptés à la situation inflationniste. Donc, quant à la réaction de la politique monétaire, les choses sont pour l'instant tout à fait claires. Madame Lagarde et son entourage qui se sont complètement plantés il y a encore une année, lorsqu'on a dit, écoutez, c'est passager, avec un discours qui ressemble à celui de vous, monsieur, ils admettent aujourd'hui qu'il y a une dynamique inflationniste qu'il faut absolument briser. Donc ils ont annoncé lors du dernier conseil de la Banque Centrale Européenne qu'au mois de mars, on va encore monter les taux d'intérêt. Alors, sans doute 50 points de base d'ailleurs. Le souhait des marchés financiers, des investisseurs, de ne pas se voir gênés par des taux d'intérêt qui augmentent, c'est une chose, c'est leur souhait, c'est peut-être un vœu pieux. Il y a quand même une certaine détermination des grandes banques centrales, dans la Bundesbank, de briser l'inflation coûte que coûte, vaille que vaille. Voyons les choses très claires. Les pays fortement endettés, l'Italie en particulier, avec son intendance, la Grèce, mais pour ne pas oublier la France de Macron, qui est devenue un pays extrêmement endetté, ont un vif intérêt. Laisser l'inflation continuer parce que ça améliore la relation entre le PIB, qui est artificiellement gonflé, et l'endettement. Et en plus, l'inflation est très utile pour ces pays-là, ça résorbe enfin... le mécanisme de désendettement automatique et d'accroissement des recettes publiques. Donc, je dirais, Madame Lagarde, qui s'est plantée royalement, qui ne veut pas l'admettre, ou qui dit « nous nous sommes plantés tous ensemble », elle est devenue momentanément faucon, pour reprendre cette formule, mais je me demande jusqu'à quand le Conseil va le laisser faire, parce qu'au sein du Conseil, c'est les pays endettés d'une traduction de monnaie molle qui domine l'affaire. Les hausses de taux n'auront pas d'effet sur l'inflation parce que l'inflation n'est pas tirée par la demande dans la zone euro. C'est une inflation il y a d'autres facteurs. Et une fois de plus, moi aussi je suis l'ami de la vérité. Et l'inflation actuelle, elle est en grande partie, j'en suis désolé, liée à ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. On a eu ce débat pour savoir quelle était la composante. L'inflation était bien réelle, bien avant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nier l'existence et l'émergence de parce qu'on avait les effets bien avant la guerre. La guerre, d'accélérateur, c'est sûr, mais je dirais, l'inflation dure existait bien avant. Écoutez, en 2019, et elle a pu simplifier tout simplement parce qu'il y a l'omission de la Banque centrale. Moi, je me souviens Banque centrale européenne qui, guidée par son économiste en chef, M. Philippe Lane, qui représente rien du tout, ni dans la science économique, ni par le pays qui l'envoie à la Banque centrale européenne. Et c'est un tout petit comité qui a dit, écoutez, nous espérons que l'inflation sera passager. Alors on s'est trompé complètement, et ceci contre l'avis de tout le monde dans les milieux prognostiques.
au prévisionnel. Parce que la guerre en Ukraine était imprévisible. C'est-à-dire il y a faute professionnelle de la Banque Centrale Européenne et aujourd'hui une atteinte très forte et très grave à sa crédibilité. Vous avez raison, ce n'est plus la peine de parler de Mme Lagarde, parce que sa légitimité n'a jamais existé, sa réputation est toute faite lorsqu'on suit les conférences de presse qu'elle donne devant des journalistes. Parmi des journalistes avisés, il y a très peu de personnes, sauf le Financial Times, et qui la prend encore au sérieux. Mais je dirais, là, il y a une dynamique de l'inflation qui est importante. Pour l'instant, cette inflation et cette dynamique n'est pas encore brisée. Nous ne menons pas une politique suffisamment restrictive et l'inflation est antisociale. Alors, monsieur, est extrêmement parce que les augmentations de prix. Monsieur, je voudrais quand même vous rappeler qu'en 2019, Monsieur Powell se plaignait qu'il n'arrivait pas à faire son objectif de 2% d'inflation et qu'il était en undershooting permanent. Donc, il ne faut pas non plus. Il a pris des actifs qui étaient déjà très élevés. Aujourd'hui, nous payons la facture de la politique de Monsieur. Ah voilà, ça y est, vous allez me sortir la théorie quantitative. Premièrement, parce que la masse monétaire s'est gonflée depuis 2007. Voilà, 7-8 fois, c'est-à-dire on a bien rempli la salle de gaz qui, avec une demande particulière et très aiguë. Je vous rappelle quand même. Essayez de terminer vos phrases, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et deuxièmement, donc, la politique d'achat d'emprunts obligataires a quand même rendu ou mis les banques centrales, notamment l'eurosystème, dans une certaine nasse, parce qu'ils doivent peser le pour et le contre, d'en sortir, et en acceptant des lourdes pertes. Et même si une banque centrale peut fonctionner avec un capital négatif, expliquer aux Hollandais, aux Allemands, que leur banque centrale est en capital négatif, écoutez, vous aurez un grand problème. Je vous rappelle, monsieur, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant, et je ne vous le reproche pas, qu'il y a encore une affaire pendant devant la Cour de justice constitutionnelle allemande, dans le programme, ou concernant le programme d'achat en émergence ou en urgence. Lié à la pandémie, programme de rachat d'obligations d'État. Alors à un moment où l'inflation était déjà palpable, Madame Lagarde, avec cette immense sagesse que personne lui conteste, a décidé de gonfler la masse monétaire encore de 1800 milliards d'euros en raison de ce programme. C'est-à-dire on a fait tout à fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire la politique monétaire, la politique de taux, était absolument pas au rythme d'une inflation. On a 45 secondes, on marque une pause. 45 secondes. Après, j'aurai une question sur la confiance dans la bourse. J'aimerais bien répondre quand même. Parce monsieur, vous sortez la théorie quantitative de la monnaie qui est... Puisque vous êtes l'ami de la vérité, vous avez regardé la littérature économique et c'est établi aujourd'hui empiriquement que la théorie quantitative de la monnaie est fausse. On avait une vitesse de circulation qui baissait et vous le savez très bien que de l'autre côté on a le PIB. Vous ne pouvez pas faire comme si toute inflation était d'origine monétaire. Et d'ailleurs, si la théorie quantitative de la monnaie était vraie, on aurait dû avoir 300% d'inflation depuis 2008. Donc il faut arrêter. Elle existait, mais de manière très focalisée sur l'immobilier et les marchés. Oui, le schéma que monsieur a en tête, c'est un lien de causalité très direct entre l'augmentation de la masse monétaire et l'augmentation des prix. Or, si ce schéma était juste, j'ai dit simplement, si ce schéma était juste, de la masse monétaire crée un risque important d'inflation. Non, mais ça, je suis en désaccord parce que ça fait depuis 2008 surtout un phénomène monétaire. Ça fait depuis 2008 qu'on entend ça, alors que d'un autre côté, on avait des tendances déflationnistes à l'œuvre et l'inflation. L'inflation, justement, la dette privée dont vous parliez tout à l'heure, la dette privée était trop élevée par rapport au PIB. Donc, de ce point de vue-là, l'inflation, c'est une bonne nouvelle. Après, je ne dis pas qu'elle n'est... Une bonne nouvelle. Oui, effectivement, mais je ne dis pas qu'elle est à son niveau optimal. Elle est trop élevée. Elle est trop élevée. Mais... pour éviter les forces déflationnistes qui étaient bien présentes après les épisodes de Covid, avec une dette privée qui était trop importante par rapport au PIB, l'inflation de ce point de vue-là est une bonne nouvelle, mais pas 15%. Donc elle existe. Monsieur, j'ai vraiment du mal à croire à ce que vous dites. Est-ce que c'est sérieux? Oui, je sais bien. Nous avons un taux d'inflation aux Pays-Bas de 20%, qui concerne directement les prix de consommation. Pour une inflation ça crée des conditions difficiles pour les gens qui veulent acheter de l'alimentation.
le loyer, c'est-à-dire, je pense, nous avons un problème de crédibilité de la part des banques centrales, de la Banque centrale et notamment de l'eurosystème, si la Banque centrale ne tient pas bon et ne continue pas une politique de taux d'intérêt systématiquement. J'ai compris le message. Qui a été annoncé. Si maintenant, en raison des forces vives au sein de la Banque centrale européenne, qui s'intéresse à l'inflation, à abdiquer cela, ceci va très certainement susciter des soupçons dans les pays. Un dernier mot. Alors, vraiment un dernier mot, parce que sinon... Je ne pense pas qu'un bon médecin pour résoudre la fièvre tue le malade. Si on continue d'augmenter les taux, on va finir par tuer l'économie. C'est ce qu'a fait Volcker en 79 en augmentant le taux directeur de 6,5 à 19,5. Il a tué l'économie. Oui, à 19,5, oui. À 19,5. Donc si on continue d'augmenter les taux, on va prendre une pente dangereuse, on va tuer l'économie pour faire baisser sa fièvre. Alors on fait de la récession, mais c'est prêt à payer. Cet auditeur m'écrit, Alex, pendant la crise grecque, Merkel et l'Allemagne ont aggravé le problème avec l'austérité alors qu'il fallait juste arroser les Grecs pour régler ce petit problème. Marcus pense quoi de cette erreur? Bon, on va pas ouvrir tous les débats, on va pas refaire l'histoire de la Grèce. C'est le moment où les intérêts ont vu le jour d'ailleurs. Ils étaient exactement de cet avis, hein, Denis Lang. Oui, les intérêts se sont créés parce que on est très différents, mais on était unanime pour dire que faire de l'austérité en période de récession, ça avait déjà été essayé dans les années 30, avec le succès qu'on sait, notamment en Allemagne, avec M. Brüning. J'ai pas du tout l'impression... On va voir, le problème grec va revenir, parce que rien n'a changé. Et à un moment donné, la zone euro doit se poser la question, comment est-ce qu'on va s'affranchir de ce boulet grec? Mais écoutez, il faut avoir de la conscience pour prendre notre défaite, mais rien n'est réglé en Grèce. Rien. J'ai pas l'impression, alors il y a le cas grec, certes, mais j'ai pas l'impression que la confiance dans l'euro et la confiance dans la BCE, en dépit des bilans très dégradés, soit aujourd'hui entachée. Je suis d'accord avec vous, Nicolas. J'ai l'impression, vu de chez nous, lorsque l'agence France Trésor émet de l'obligation française libellée en euros, et on a fait l'expérience avec des nouvelles OAT à maturité 30 ans, où l'AFT a levé 5 milliards d'euros pour 47 milliards d'euros de demande. Ça ne me donne pas l'impression d'être une monnaie dont la confiance est entachée. Vous avez tout à fait raison, mais la confiance est un élément essentiel, également en matière de politique monétaire. On se rend compte de l'importance de la confiance une fois que il y a une décrépitude de la confiance. Et quand elle est partie, c'est là où on réalise qu'elle est. La confiance des marchés est une chose, la confiance des peuples en est une autre. Aujourd'hui, je vous dis, dans la population qui fonctionne un peu différemment aux pays latins, comme les Pays-Bas, comme les pays nordiques, comme l'Allemagne, il y a une très grande méfiance. Les Polonais, qui sont très polonais, vous le savez, ne veulent pas entrer dans la zone euro parce que les résultats palpables de la gestion de l'inflation ne sont pas tout à fait convaincants. Alors, je vous rappelle, monsieur, qu'un certain ministre des Finances, dans les années 90, a voulu vendre l'or de la Bundesbank. Il y avait un cri de protestation de la part de la population allemande. Il y avait toujours un contrat presque social entre la Bundesbank et le peuple allemand. La Banque centrale allemande a été considérée comme le fiduciaire, non seulement de la gestion de la monnaie, mais également du trésor d'or. Bon, c'est un peu naïf peut-être, mais aujourd'hui, Monsieur Nagel devient ou bien un partisan de la monnaie forte et un partisan d'un combat sans merci de l'inflation, ou, tôt ou tard, la politique de la Banque centrale européenne, toujours soutenue par les milieux financiers, toujours sous la tutelle bienveillante des pouvoirs publics, perd la confiance des peuples. Et à ce moment-là, l'euro sera définitivement, et même les marchés et certains milieux du capitalisme financier américain qui apparemment vous sont chers, comme BlackRock, ne peuvent plus le sauver. J'attends de voir, Marcus. La confiance est essentielle. J'attends de voir le jour où un chauffeur de taxi refuse des billets en euros et ne veut que des dollars. Hein. Mais Nicolas, ça je trouve que cet argument pour le coup n'est pas très juste, parce que d'une part, quand vous dites effectivement que la dette française se vend bien, enfin vous oubliez qu'il y a quand même des règles prudentielles dans ce pays qui obligent. Je sais bien. Certains fonds doivent détenir une certaine quantité. Donc moi, je trouve ça suspect. Je veux dire, si on est vraiment convaincu de la qualité des obligations que l'on émet, on n'a pas besoin de forcer les investisseurs à en bouffer. Donc ça, c'est la première
première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe aujourd'hui le cours légal qui fait que quand vous refusez de l'euro, de toute façon, vous prenez une amende. Donc, je veux dire, il y a une monnaie qui s'impose par la force. Donc, oui, enfin, le cours légal, ça n'a jamais empêché les agences de se détourner de la monnaie nationale. Vous avez raison que dans les périodes d'hyperinflation, en effet, on se fiche du cours légal. Vous avez tout à fait raison. Mais dans la mesure où aujourd'hui cette monnaie de toute façon repose sur la coercition, je ne peux pas parler de confiance. Je parlerai de confiance le jour où il y a un régime de libre concurrence monétaire et que les gens spontanément achètent de l'euro. Oui. Tant qu'il n'y a pas ce régime, c'est ce que Hayek proposait, notamment grand prix Nobel d'économie, tant qu'il n'y a pas un régime de libre concurrence monétaire, vous ne pouvez pas évaluer la confiance qu'une monnaie inspire.